J'ai 3 petits commentaires, tu répondras, tu diras ce que tu veux. D'abord, j'ai adoré ton exposé, mais je connaissais un peu, puisque tu as fait ça, des choses comme ça sur le wokisme dans l'association Initiative Plurielle, et c'est vrai que tu l'as traité de façon extrêmement zététicienne, et chaque fois que tu as donné des opinions personnelles, ce qui est peut-être moins zététicien, tu l'as précisé. Donc c'est clair et net. J'ai 3 petites remarques. La première, c'est sur le côté binaire. C'est vrai qu'on est élevé dans le binaire, hein, désormais, c'est pas seulement judéo-chrétien, etc., le bien, le mal, c'est également asiatique, avec le yin et le yang, et plein de... On n'a pas cité tous les exemples. Alors on va se dire, ouais, mais des fois il y a peut-être une polarité, il y a le noir, il y a le blanc, et puis entre deux, il y a toute une gamme de gris, et en fait il y a un curseur entre les deux. Mais des fois, ça suffit pas. Hein. Et moi j'ai un ami ivoirien, métis, qui était dans mon équipe, qui est en Côte d'Ivoire actuellement, et qui est le fils d'ailleurs de l'ancien médecin de Houphouët-Boigny, donc médecin lui-même, et il disait, moi ça a toujours été un problème quand j'étais jeune, les métis en Côte d'Ivoire, en général c'est libanais noirs africains, ils sont mal vus, ils sont pas noirs, vus par les noirs, ils sont pas blancs vus par les blancs, et c'est un malaise, et c'est vraiment surtout chez les gens un peu éduqués, c'est toujours une difficulté de se situer. Et il a dit, bon, on discutait de ça avec mes amis en fac de médecine, et on a trouvé la solution. Il y a le groupe des métis. Voilà. Parce que ça veut dire que, et dedans il y a les cartons, les mulâtres, les machins, les sans-mêlés, tout ce que vous voulez, avec tous les degrés de métissage, mais ça ne les satisfait pas d'avoir le gradient. Ils veulent une entité, ils veulent avoir une appartenance à une certaine communauté. C'est ce qu'il m'expliquait. Donc il a dit, bah, c'est simple, on a des métis. Donc ça veut dire que le binaire pose des problèmes, et c'est pour ça que le chiffre 3 est très important. Et dans certaines communautés de pensée, et certains dans lesquels on privilégie beaucoup le chiffre 3. Gilles, est-ce que tu peux poser ta question? Non, j'ai pas de question, j'ai que 3 commentaires. Et d'ailleurs, pour la langue, il y a le genre, le féminin, le masculin, et en allemand, il y a le neutre. Hein, pour le soleil et la lune, le sens est inversé. Donc on voit bien que tout ça, c'est compliqué et c'est pas univoque. Je voulais dire, alors je voulais parler du problème de la culpabilité occidentale, qui est toujours très énervante. Hein. Si on parle de la supériorité des civilisations, bah oui, mais quand on dit que la civilisation mésopotamienne, ou ce qui se passait au Cambodge, à Angkor Wat, etc., c'était des civilisations extraordinaires, sous-entendu bien meilleures que les autres, elles se sont sorties du lot, là, ça gêne personne. On dit qu'il y avait des civilisations extraordinaires. Par contre, si on dit que la civilisation occidentale apporte tout un ensemble de choses, là, c'est pas bien. Donc là, c'est méprisant par rapport aux autres civilisations. Donc, c'est une interrogation. Et une dernière remarque sur l'esclavagisme. Bien évidemment, il y a une culpabilisation occidentale extraordinaire sur l'esclavagisme, et on comprend pourquoi. Enfin, il ne faut pas oublier quand même que l'esclavagisme a toujours existé dans toutes les civilisations, bien avant qu'il y ait la traite des Noirs, et que d'ailleurs, pour la traite des Noirs, c'est des Noirs qui allaient chercher les gens dans les villages, et c'est souvent des Arabes qui ont toujours été de grands esclavagistes, encore maintenant, dans les pays du Golfe notamment, c'est eux qui organisaient la chose. Donc, il ne faut pas être trop simpliste, c'est une tendance peut-être générale de l'être humain, mais relativisons et revenons aux faits. Et c'est ça qui est zététicien. Puis j'ai plein d'autres questions, mais j'arrête. C'est pas des questions, hein. Tu rebondis si tu veux. Non, mais ça me va très bien. D'ailleurs, la question, je ne sais pas si je serai à même d'y répondre, mais j'aime autant qu'il y ait justement ce genre de... Voilà, des bases. Donc, votre avis, parce que m'intéresse, c'est votre avis. Isabelle. Alors, merci beaucoup pour cet exposé, c'était vraiment super, et moi, ça me donne vraiment envie d'entendre des 9 heures. Mais bon. J'ai pas compris le mot. Nedja. J'ai pas compris le mot. Entendre des... Non, c'est Isabelle. Non, t'as envie d'entendre des... Les 9 heures. T'as bien dit... Ah, les 9 heures, c'est assez. C'est dommage. Non, c'était 3. Oui, j'aimerais entendre la version longue. Lire le livre. Ma question c'est, tu as présenté différents types de wokisme. Mais par exemple, moi je comprends très bien qu'on veuille... Je comprends très bien qu'on puisse vouloir éradiquer le racisme, c'est parfait. Mais pour certaines choses, je me demande quel est réellement le but.
Par exemple, de dire que la science expérimentale, ça c'est pas bien parce que c'est lié au pouvoir et qu'il vaudrait mieux remplacer la science par l'opinion. Tu n'en as peut-être pas parlé, mais moi j'en entends parler souvent. Ou alors tu as parlé par exemple de l'obésité. Tu as dit qu'il fallait arrêter de... Enfin qu'il fallait arrêter, les wokistes propose qu'il faudrait arrêter de stigmatiser les gros, très bien, je l'entends. Il faudrait arrêter de leur parler de bouffe, de leur dire qu'il ne faut pas manger, il faudrait arrêter de considérer que c'est un problème. Mais finalement, c'est quoi le but? Tu vas où si tu ne traites jamais l'obésité comme un problème? Elle va où la société et elle va où la santé des personnes? Voilà, c'est quoi le but? Oui, alors je ne sais pas si je peux totalement répondre, mais la pensée, et comme je dis, bon, moi je le rattache au postmodernisme, les gens vont refuser cet attachement, alors que vous avez vu quand même c'est assez flagrant, hein. On a les mêmes termes, on a les mêmes modes de pensée, donc c'est quand même assez flagrant, dans le sens que la médecine occidentale est considérée comme un abus de pouvoir du blanc contre les autres. Tout ce qu'elle va décréter, cette médecine occidentale, va être interprété comme une prise de pouvoir et non pas un acte désintéressé dans l'intérêt du patient. Ça t'explique le déphasage qu'il y a entre la volonté de soins que j'ai pu avoir, que d'autres soignants ont pu avoir. Et moi, lorsque je soigne quelqu'un, c'est pour améliorer, pour réduire son problème, réduire sa pathologie, le laisser dans un état plus propre que ce que je l'ai trouvé, en quelque sorte. Là, par contre, dans la pensée wokiste, on va dire, tu abuses, tu utilises ce pouvoir pour asseoir ton autorité. Donc, si tu veux, ça explique pourquoi, bien l'obèse, on va le laisser obèse, parce que le fait... Mais, je ferai une remarque un peu binaire. Est-ce que notre mode, qui a entraîné combien de nos jeunes femmes dans l'anorexie, parce que la norme esthétique était tellement filiforme qu'on était à la limite, on n'était pas à la limite, on était dans la pathologie de maigreur. Alors, tu vois, on a chacun nos travers. On ne le mettait pas dans un sens de pouvoir, on le mettait juste dans un sens esthétique par nos créateurs d'esthétique, et donc notre système culturel, il a aussi ses défauts à ce niveau du maigre ou du gros. Mais là, bien sûr, ça va être pour le maigre comme pour le gros, on va balayer tous les arguments thérapeutiques pour ne garder que c'est une entité, les obèses forment donc un groupe qu'il ne faut pas détruire, qu'il faut respecter, qui sont victimes de notre volonté de validisme, de ceci, de cela. Et lorsque tu prends c'est à ça que je me permets, à ce niveau-là, par exemple, de traiter la pensée woke d'idéologie. C'est justement parce que là, on dépasse ce qui nous semble raisonnable. Mais, à ce que je suis en train de dire, quelqu'un qui va être un militant woke va me répondre, mais tais-toi, d'abord, tu ne m'intéresses pas, tu es un blanc dominant, donc ce que tu dis ne m'intéresse pas, et en plus, tu ne fais que, avec ton discours-là que tu viens d'avoir, Jean-Luc, tu ne fais qu'asseoir ta propre domination. Dominique. Toi, tu parles fort, ouais. Parle fort. Oui, tout le monde s'entend. Je voulais donc en fait faire un commentaire critique. Oui. Et puis une remarque sur. Première chose à propos de Google, c'est pour tout le monde, si vous faites une recherche sur Google comme il a fait, passez à déconnecter la mémoire de vos recherches précédentes. Bien sûr, ça c'est nettoyé complètement, bien sûr. C'est la première fois que vous vous connectez, parce que sinon, on tourne en boucle. Je ne l'ai pas raconté, mais ça a été fait bien entendu. Voilà. Sinon, je voulais faire une remarque aussi. Il est coutumier de dire oui, mais en fait, il y a beaucoup de pensée. Mais c'est pas ça. Ce que tu cites, c'est des exceptions, des cas extrêmes, ce genre de choses. Mais là, je suis inquiété du fait que les cas extrêmes sont de plus en plus fréquents et ils finissent par ne plus être extrêmes. Et ça me rappelle ce qu'on disait du marxisme-léninisme, où Staline, c'était, mais non, c'est une déviation, c'est pas le marxisme-léninisme, Mao, c'était une déviation, Kim Il-sung, c'était une déviation, les Pol Pot aussi, et chaque fois, c'était une déviation. Seulement, quand vous allez dire Lénine ou Che Guevara, vous trouvez des erreurs absolues. Et donc là, on s'aperçoit que les prétendues déviations, c'était déjà à la racine. Ensuite, concernant, je voulais souligner quelque chose que nous avons eu une conversation avec des féministes intersectionnelles, woke et tout ça, là, des jeunes au restaurant, justement. Voilà. Et ce qui m'avait frappé et qui me frappe toujours, ce qu'on a vu là avec Colbert, c'est l'inculture historique. Ces gens sont très cultivés à l'intérieur de leur cercle de pensée, alors ils savent tout sur ce qu'a dit les collègues, mais à l'extérieur, alors c'est une ignorance grave. Et
Et donc, bon, par exemple, la construction de la langue, mais aussi, Colbert, par exemple, c'est caricatural. Oui. L'Espagne et le Portugal avaient une réglementation des décisions des maîtres, une limitation de leur arbitraire. La France et l'Angleterre n'en avaient pas. Colbert l'a introduit en France, l'Angleterre ne l'a jamais fait. Je compléterai en disant que même les États-Unis n'ont jamais accepté parce qu'ils trouvaient que ce fameux code noir était bien plus trop propice aux esclaves. Il était beaucoup trop progressiste pour eux. Et en fait, c'était, alors bien sûr, on ne va pas dire qu'on améliore une condition qui est abominable, mais si, c'était quand même une amélioration de la condition. Donc on est mal placé pour le critiquer. Le problème du code noir, c'est que d'abord, on l'a fait appliquer tout de suite. Il y a eu des maîtres condamnés, mais après on l'a abandonné sous la pression économique de la puissance. Et puis aussi qu'on est resté là jusqu'à l'abolition. Il n'y a pas eu d'évolution du tout. Ça a été figé. On a finalement, a posteriori, on dit qu'on a fait semblant de réglementer. Et on ne peut pas accuser Colbert d'être l'auteur d'une aggravation du sortilège. C'est vrai. Et donc cette histoire historique, on le voit aussi à propos de l'esclavage lui-même, où tu l'as dit, en fait, dans les récits d'explorateurs européens, quand ils arrivent en Afrique, ils trouvent l'esclavage. Déjà. Et donc après, les colonialistes ont exploité cette existence de l'esclavage. Ça, c'est un fait historique. Et donc, reconstituer après, ça me rappelle, alors je termine, je vais être trop long, à propos, j'ai lu une fois, sous la plume d'un universitaire noir, que les statues grecques étaient blanches parce que les Grecs étaient des racistes. C'est quand même fort, quoi. Alors que la matière qui dure, c'est le marbre. Et en plus, les Grecs peignaient les statues en couleur arc-en-ciel. Du vert, du rouge, du bleu. Voilà. Et lorsqu'un universitaire suppose sortir ça. Romy. Oui, alors moi je voudrais dénoncer la volonté qu'ont ces gens de dénaturer les œuvres, que ce soit les œuvres classiques, les textes littéraires et toutes les créations, et de vouloir changer les textes des grands auteurs. Je vous rappelle que dernièrement, ils ont voulu, je ne sais plus comment s'appelle le metteur en scène, il a carrément changé la fin de Carmen parce qu'il ne fallait plus qu'elle meure. Alors ça, moi je me dis que si on approfondit cette démarche, elle consiste à détruire l'œuvre d'un créateur, ce qui s'apparente pour moi à un viol littéraire, ça s'apparente à de la bêtise, et je suis d'accord avec Dominique, à de l'inculture par leur anachronisme. Faut-il être bête et sot et inculte pour changer la fin de Carmen? Et alors je trouve qu'on peut voir dans cette démarche exactement la même démarche des nazis qui brûlaient certains livres parce qu'ils étaient impurs, qui brûlaient les tableaux des peintres surréalistes parce qu'ils étaient décadents. Alors moi je trouve qu'on traite le sujet en France de façon un peu légère parce que ça peut aller très loin, et quand je vois que dans les facultés de France, de Nanterre et d'autres, on empêche les Blancs d'aller assister à certaines conférences, je trouve que le malaise est profond. Alors, effectivement, on a de plus en plus de réunions en non-mixité, ce qui est totalement insupportable. Ce qui est intéressant, c'est toujours comme je disais, qu'on inverse l'histoire. On arrive à accepter une réunion en non-mixité lorsqu'il s'agit d'évacuer les Blancs. Imaginez ce qui se passerait si on faisait une réunion en non-mixité en l'interdisant à ceux qui se disent racisés. Ça serait un tollé total. Des universités le font. Je sais. Je sais, non mais tout à fait. Ce que je constate, j'essaie d'être assez, justement, pas trop, un peu neutre et pas trop clivant, mais je vois que les réactions sont plus clivantes que ce que je suis. Mais je suis d'accord. La non-mixité, par exemple, aussi au niveau des femmes et des hommes, moi je comprends aussi très bien que des filles veuillent faire des réunions entre elles et exclure pour discuter de certains points les hommes, et inversement. Moi je comprends pas. Il y avait d'autres personnes qui voulaient. Une autre personne voulait prendre la parole. S'il vous plaît. Je peux rebondir aussi parce qu'en ce moment on voit par exemple avec tout ça, il y a une sorte de racisme aussi dans les théories de vote qui se rapproche avec l'afrocentrisme et les théories de Cheikh Contagious par rapport à, par exemple, on voit le documentaire qui va sortir sur Netflix sur Cléopâtre qui est noire, alors qu'elle était surnommée la grecque, elle était d'origine ptoléméenne. Il y a bien une étude qui a été falsifiée où, soi-disant, on a trouvé une momie qui serait la sœur de Cléopâtre qui était noire, qui prouverait qu'elle aurait des origines africaines.
qui a été Arsinoé. Cette étude a été contestée, ils n'ont aucune preuve que c'est bien le corps de sa sœur. Et donc on voit que longtemps, là c'est sur Netflix, on essaye donc de voler l'histoire des Égyptiens, des Berbères. Ça c'est le wokisme. On a vu Maître Gims dernièrement, qui reprend donc toutes les théories de Cheikh Anta Diop. C'est un suprémaciste noir, on est carrément dans l'extrême droite africaine, et un racisme anti-blanc assez avéré. Et là, c'est à la télé, tranquille, on a vu que dans TPMP, ils ont pris la défense de Maître Gims. En fait, je vois la culture, parce qu'ils ne voient même pas que ça vient de l'extrême droite africaine et de suprémacisme. Ils ne voient même pas l'origine de ce genre de théorie. Et tout ça, c'est repris par le mouvement wokiste. Moi, j'y vois un grave danger. Il y a une entente, je crois qu'il y a une entente réelle entre certains mouvements qui sont en fait ne se supportent pas, mais qui font des alliances de circonstances. Par exemple, dans le cas de ce personnage, je crois que c'est lui qui dit que la chevalerie était des chevaliers noirs. Ici, on situe l'époque où il a situé, ça c'est à peu près le moment où on a le Sapiens a rencontré Néandertal, c'est à peu près cette époque-là. Et donc il situe, il raconte aussi que l'électricité existait il y a 50 000 ans en Afrique, et qu'il y avait des pyramides qui étaient avec couvertes d'or pour récupérer les... C'est vrai qu'on est dans un grand délire, c'est vrai que ça fait un peu peur ce grand délire, qui est vraiment anti-scientifique total. Et puis c'est vrai que cette cancel culture, elle s'applique tout à fait par l'effacement des méta-récits, y compris des vrais récits d'origine historique, donc scientifique. C'est un vol. Voilà. Je pense qu'il y a une frustration aussi de l'homme africain, comme par exemple en France. Il n'y a pas de grande invention de la part des hommes noirs. Et je pense que ça vient de là, la frustration. Donc en fait, ils essaient de s'approprier l'histoire des Égyptiens afin de récupérer ce que les Égyptiens ont trouvé comme invention scientifique, tout ça, et ils essayent de récupérer leur histoire afin de combler cette frustration, ce sentiment d'infériorité qu'ils ont. Et c'est des théories racistes de Cheikh Anta Diop. Bon, voilà, moi je trouve ça très dangereux la pensée. Michel, c'est inscrit. Il y a plusieurs Michel. Oui, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je crois que le mot censure est tout à fait approprié, hein, parce que c'est ça l'énorme danger, c'est qu'on est en train de banaliser la censure. La censure dans les films, dans les livres, dans les modes de vie. Donc ça me paraît être mis sous le tapis, le mot, parce qu'il fait peur. Qui dit censure classe de suite les gens très précisément. Je réagis à chaud sur l'intervention, mais il y a quelque chose qui me paraît fondamental, qui n'a peut-être pas été dit parce que sur les 9 heures. Donc simplement, le phénomène du racisme est très connoté USA. Il ne faut pas oublier qu'historiquement, les USA sont dans ce problème de racisme depuis leur origine, et que ce n'est pas du tout le cas de l'Europe. Donc, que le mouvement wokiste naisse dans ce pays-là, ils ont une approche du rapport entre blanc et noir qui n'a rien à voir avec le nôtre. Donc, comment est-ce qu'il peut y avoir pollution à partir de cette culture américaine chez nous? Il me semble qu'il y a une piste, c'est que, moi je l'ai vu à travers la génération des années 50 qui était majeure, mes parents, où il y avait une espèce de racisme à la française qui n'était pas très virulent, mais jusqu'à ces années où ça s'est estompé. Donc, en fait, pour arriver à que les Américains arrivent à nous traiter de racistes, il a fallu aller jusqu'à l'idée, tu n'es pas raciste, mais comme tu ne le dis pas et tu ne vois plus les noirs, tu es raciste. Donc, c'est tout à fait amusant, enfin si on peut s'amuser sur ce sujet, de voir la transition qui se fait entre la culture américaine et la nôtre, par cette espèce d'artefact qui permet de passer de bébé. Ensuite, l'intersectionnalité telle qu'on la voit, ça pourrait correspondre un peu à la problématique européenne, puisque c'est un espèce de fourre-tout, où en fait, les minorités qui n'étaient pas visibles, en s'amalgamant, deviennent visibles. Si vous défilez dans la rue avec 3 gros, c'est pas la même chose que si vous défilez avec 3 gros 25
25 homosexuels, 30 végétariens, ou je sais pas quoi. Donc, on a quand même la notion d'apparaître par le nombre. Et j'ai l'impression que ça sous-tend un peu le phénomène que l'on voit actuellement. C'est un nom, c'est la massification. La massification. Parce qu'on sait que les minorités, sur tous les sujets, on a affaire à des minorités agissantes aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir dans les rues... Et qui cherchent systématiquement la massification. La massification. Donc là ici, on arrive à faire apparaître des minorités dans ce système. J'ai l'impression. Il y a une dictature de minorité. Marie-Lise. Fort. Jean-Luc, merci beaucoup. Je voudrais faire attention à toutes les images qui ont produit dans ton propos. Moi j'ai une question. Est-ce que de ton point de vue, il y a une incompatibilité entre l'universalisme et le wokisme? Est-ce que tu vois des passerelles ou est-ce que tu ne vois pas? Et est-ce que ça serait pas un peu caricatural de penser que l'universalisme intègre et que le wokisme divise? Alors non, ça serait caricatural. Les choses sont toujours beaucoup plus complexes. Par contre, ce que je pense effectivement, c'est que si je vous ai amené quelques éléments pour ça, si on accepte la racine postmoderniste, elle est quand même assez évidente. C'est là qu'en fait il y a rencontre aux États-Unis entre ce postmodernisme, la French Theory française, et l'antiracisme américain, c'est-à-dire la ségrégation, le ségrégationnisme américain. C'est ça qu'on reprend, c'est cette mayonnaise faite entre ces deux éléments qu'on reprend en France. Si on accepte ça, on a surtout une incompatibilité avec la pensée zététique, c'est-à-dire la pensée qui va quand même basée sur une science objective, des connaissances objectives, alors que bien entendu, ce qui moi me gêne beaucoup, mais tout ce que vous dites va en découler quelque part. Des fois je serai moins virulent, mais ça en découlera quelque part. Le fait de dire il n'y a pas de science objective, il n'y a pas de connaissances objectives, effectivement on arrive à un système moral. Tout ce qu'ils appellent science, ou qu'ils appellent recherche, etc., c'est juste d'imposer des pensées morales. Pour ça, je me méfie énormément des pensées morales. Il faut voir le film, par exemple, La Servante écarlate, on voit ce que ça peut donner des pensées morales. Donc voilà, je me méfie de ça. Bien sûr que j'ai peur d'amplification et de la massification sur ce genre de phénomène. Mais j'espère que tout ce balancier jouera, et je crois que notre système culturel, les piliers, justement, de l'universalisme, mais que j'ai restreint à notre système culturel, la laïcité, les droits de l'homme, tous ces éléments qui nous constituent, y compris d'ailleurs dans le premier article de nos constitutions, ce qui nous constitue, est quand même une protection. Notre système pénal, notre système judiciaire, lorsque vous écoutez les juges de la façon dont ils dissèquent tout ce genre de propos, on a quand même des choses qui, je pense, vont nous protéger. Et c'est pour ça que dans la définition que je vous ai donnée au début, on a déjà rendu ce terme un peu caduc. Donc on a une protection. Les Américains, visiblement moins. J'espère avoir répondu, Marie-Lise. Victor. Oui, j'ai un peu perdu ce dont je voulais parler. Mais le fait est que moi je suis frappé par le caractère très actuel de tout ça. C'est-à-dire une survalorisation, une amplification de ce que je ressens, ce que je pense, ce que j'ai pensé ce matin, mais j'ai changé ce soir. Alors avec mon petit ordinateur de poche, je le fais savoir aux mes copains, et puis entre nous, on est là, dans des bulles qui ronflent, qui dégonflent, qui repartent, par-ci, par-là. Dans tout ça, c'est comme si le collectif n'existait plus. Vraiment. Alors, quel est votre point de vue par rapport à ça? Parce que on pourrait étudier les fourmis, par exemple, et puis constater que les fourmis, il y en a plusieurs. Et que, quelle que soit, on ne sait pas, mais quelle que soit la perception que la fourmi individuelle a de son environnement, elle interagit avec les autres. Moi, je suis un peu porté à penser que les êtres humains, ça leur fait peut-être pas beaucoup plaisir, sont un petit peu comme des fourmis. C'est-à-dire que, quoi qu'ils pensent, ils interagissent avec les autres. Ils comprennent peut-être rien à ces interactions, mais elles existent. Oui, mais je suis un petit peu ça, dans le sens que le phénomène bulle, je crois qu'il a tout son effet dans ce genre de situation. Effectivement, les réseaux sociaux, le biais de confirmation joue à plein, bien évidemment, dans ce genre de phénomène, dans ce genre de pensée. On a des effets de confirmation systématiques, comme ça a déjà été dit.
les gens qui sont, c'est pour ça que j'appelle ça l'idéologie, les gens qui sont dans cette idéologie, ils vont rencontrer les gens qui sont dans la même idéologie, ils vont se renforcer pour être encore plus fondamentalistes que l'autre dans cette idéologie, ils forment une bulle, et bien entendu, là où ça devient un petit peu agaçant, c'est qu'il y a la cancel culture, c'est qu'ils vont rejeter totalement toute possibilité à quelqu'un qui ne suivrait pas le même chemin de pouvoir s'exprimer. C'est pour ça que je donnais le premier phénomène sur ce qui s'est passé à l'université, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette notion de cancel, c'est-à-dire en fait, on va te détruire, on va t'annihiler, tu n'existeras plus. Donc c'est vraiment une méthode qui va vraiment dans la notion de bulle, d'effet de confirmation, et dont le danger est que s'il y a une massification suffisante, va effectivement, par l'intermédiaire de l'annihilation d'autres pensées, peut-être devenir un système moral qui, pour moi, est quand même assez violent. Un système moral est violent. Si il y a pu avoir ce qui s'est passé à Evergreen, j'ai oublié de vous dire, c'est que 2 ans avant, l'université avait mis en place un responsable de l'éthique. C'est-à-dire qu'il n'avait pas mis en place un responsable de la sécurité ou autre, mais de la sécurité morale. Et que cette personne associée à ses employés, et qui avait plein pouvoir, et carte blanche par l'administration de l'université, a fait régner vraiment une terreur morale de cette université. Et c'est la suite de ça qui a pu avoir l'histoire d'inverser le phénomène, de dire les Blancs, vous venez plus. Et donc, moi, ma crainte, elle est ça. Elle est que, mais je pense qu'on est très protégé en France, mais je crois que dans certains pays, il est possible qu'on arrive à voir arriver un nouvel ordre moral, et ça me hérisse toujours un peu, parce que j'ai toujours peur des ordres moraux. On a le temps encore de prendre une ou deux remarques, questions. Ah ben il y en a. Donc, vas-y, tous les deux. Je voulais juste dire, moi je suis un peu inquiète quand même. J'espère que c'est vrai que c'est une bulle. J'espère que c'est vrai qu'on est protégé. Mais moi je trouve autour de moi, par exemple, 3 conférences annulées en 2 ans. Des animalistes, des féministes, je ne sais pas quoi. Bon, enfin bref, ils ne sont pas d'accord avec Trinity. La conférence a été annulée par les organisateurs en fait. Oui, parce qu'ils ont peur, je ne sais pas quoi, de la violence. Donc moi je trouve qu'on commence à le percevoir dans la vie de tous les jours. Et ça m'inquiète un peu comme vous, je crois. Voilà. D'accord. Voilà. Oui. Tout me rejoint. Ah oui, excusez-moi, pour raconter l'histoire, excusez-moi, j'avais oublié. Excusez-moi, j'avais oublié un exemple de déconstruction, mais ça c'est une petite invention, hein. Je ne sais pas, vous allez voir si elle a la valeur ou pas. Non, je me disais que c'est vrai qu'on a des fois, on emploie des termes qui sont issus directement du colonialisme et un peu de racisme, c'est par exemple de dire les Maghrébins et l'Afrique noire. Les Maghrébins et l'Afrique noire, c'est entièrement issu, donc je vais le déconstruire. Il faut que je déconstruise mes propres paroles. Pour éviter Maghrébin, c'est facile, je vais dire Afrique du Nord. Pour dire Afrique noire, je ne peux pas dire Afrique du Sud, parce que c'est déjà utilisé. Je peux dire Afrique subsaharienne, mais là, on va me faire remarquer que si on tourne, que j'ai une vision géocentrée. Si je tourne le globe de l'autre côté, et puis la notion de sous est une notion discriminatoire. Donc je vais utiliser subsaharien. Là, ça va marcher quelle que soit la position du globe, quelle que soit la position que je géocalise, je ne vais pas avoir une géocalisation centrée. Donc voilà un problème, un exemple de déconstruction avec reconstruction. Le problème de la pensée woke, c'est qu'elle déconstruit, mais qu'elle ne reconstruit jamais. Voilà, c'est juste cette petite remarque que j'ai oublié de faire. Pardon, monsieur. Oui, tout m'a beaucoup intéressé. Et il y a une courbe que j'ai trouvée très intéressante, c'est celle de du nombre de citations de blanchéité aux États-Unis. Oui. Parce qu'elle est. Elle n'est pas de zéro. Oui, il y a la côte, mais il y a autre chose avant. Il y a une décroissance très lente. Là, je pense, en Europe, aux États-Unis c'est une chose, mais en Europe, ils sont en train de cristalliser un conflit, de le rendre plus violent à nouveau et d'aller exactement à l'encontre des intérêts de tout le monde. Mais on peut se poser la question si le néo-féminisme fait du bien au féminisme, effectivement. Aussi. D'accord. Encore des questions, remarques? Moi, je vais citer Thierry Pauquet, de l'Ordre des sciences. La théologie nous biaise et elle est vautrée dans l'anthropocentrisme du détéro-sexisme. Plus fort. Bien là. La théologie nous biaise, elle est vautrée dans l'androcentrisme et l'hétérosexisme. Il faut la guérir de ces deux maladies. J'ai trouvé que tu n'avais pas assez parlé de l'attaque de l'autre contre les sciences.
Alors oui, c'était... Voilà, c'est une sorte de temps... Alors, la haine des mathématiques. Oui, tout à fait. Les mathématiques. Blanche, les mathématiques blanches. À compter les noirs dans les bateaux. Il faut remettre en cause les lois de Newton, de Mendel et ainsi de suite. En Inde, le vice-président de l'Académie des sciences sociales explique qu'il faut décoloniser la science et pour cela remettre en cause son objectivité et son universalisme. En Nouvelle-Zélande, on apprend l'université à part égale avec les sciences occidentales et les sciences maoris. La science doit tomber, tel un débat entre étudiants africains. Il faut balayer la science occidentale et refonder une science africaine grâce à la magie noire. Il faut se débarrasser de Newton et Darwin, ainsi de suite. Oui, oui. Nous, on rencontre les puissants pour leur Sandrine Rousseau, le monde crée de trop de rationalité. Je préfère des femmes qui jettent des sorts plutôt que des hommes qui construisent des EPR. C'est ça. Oui, mais ça, c'est important. Oui, oui. Pour réussir. C'est d'où toutes ces citations? Oui, non, c'est vrai. Il faut les là, j'ai pas voulu en casser de temps, mais il y a plus que ça encore. Hein. Les mathématiques, tu veux des conneries dans les sciences molles, effectivement, il est facile de... Mais c'est vrai qu'il y a une attaque systématique des mathématiques et des sciences qui se passe après Tari, ça fait extrêmement peur. Ça, c'est complètement vrai. Ça, je suis complètement d'accord. C'est vrai que je n'ai pas abordé longtemps, parce que j'ai été limité dans le temps, et je n'ai pas eu le temps de préparer la diminution de temps, si vous voulez. Donc, c'est ça que j'ai été obligé de couper un peu. Pour la musique, qu'est-ce qu'on prévoit pour les notes blanches et les noires? Les blanches valent 2 fois plus que les noires. Alors, par contre, la musique est attaquée la musique est attaquée en tant que, justement, production de la blanche, de l'homme blanc, et elle veut l'imposer à tout le monde, ça c'est dans le discours, mais ils n'ont quand même pas attaqué sur la façon. Mais il suffit d'attendre, hein. Vu que la notion de science pour ces militants, c'est de continuer à chercher de nouveaux leviers, il suffit d'attendre pour arriver à des choses de plus en plus aberrantes, il n'y a aucun souci avec ça. Mais moi, malheureusement, j'ai aucun souci avec ça. Je sais qu'on va être de plus en plus dans l'aberration, puisqu'ils n'arrêteront pas, puisque leur survie de ces gens qui se déclarent chercheurs dépend de, sans arrêt, aller plus loin. Donc on est à même. Bien sûr, bientôt on ira qu'à appeler une note blanche qu'elle est plus longue que la noire, c'est pas normal. Ça s'appelle l'obscurantisme. Oui, tout à fait. Jean-Luc, et après on va conclure. Moi, c'est juste une référence bibliographique, un livre de Pascal Bruckner qui s'appelle Le sanglot de l'homme blanc sur la culpabilité occidentale. Il n'a pas pris une ride, il a 30 ans, il n'a pas pris une ride. Malheureusement. Alors juste Dominique et moi, alors après. Jean-Luc, on te remercie d'être intervenu là dans ce cercle zététique parce que tu remets un peu quelques pendules à l'heure en introduisant de la nuance face à toutes ces radicalités, et je crois que ce sont deux termes binaires, mais en ce moment on doit se situer un petit peu dans ce débat, trouver notre ligne, surtout qu'en zététique, quand on regarde sur les réseaux, il se passe énormément de choses qui font que même certains que nous avons invités ici commencent à se radicaliser. Alors il y a des problèmes de personnes, il y a des problèmes de système du réseau aussi, mais on verra bien au REC de Toulouse qui on va pouvoir un petit peu ramener dans nos filets, parce que il y a vraiment de la radicalité aussi qui s'instaure, et je crois que c'est le système aussi de se faire connaître, de cette publicité qui introduit ce système. Moi j'aimerais bien qu'on travaille un peu sur la nuance, et ça c'est aussi quelque chose que je proposerai un peu plus tard. Voilà. Bien. Donc le veau n'est ni de droite ni de gauche, la zététique n'est ni de droite ni de gauche. Et ici, on essaie d'évacuer tous les débats idéologiques
Après, à la cantine, c'est autre chose, mais ici, dans ce cercle, c'est plutôt la science. Merci de nous avoir un petit peu ramené à toutes ces nuances. Voilà, il n'est pas trop les extrêmes et les binaires, plutôt la nuance. Avant que tu en partes, je voudrais juste donner mon avis. Alors, je vais juste faire 2 remarques à propos de l'exposé. Pour moi, parfois j'avais un petit peu des difficultés à comprendre est-ce que ce qui était dit était une citation ou pas. Franchement, certains points pour moi n'étaient pas clairs. Sinon, le deuxième point, c'est plus, en fait, je veux bien admettre qu'il y ait des dérives du wokisme, mais personnellement, utiliser le mot idéologie du woke, je ne suis pas d'accord. Donc, voilà, je suis un peu en difficulté par rapport à vous, mais ce terme-là, voilà. Ben, je pense qu'il y a des extrêmes, qu'il y a des dérives, qu'il y a vraiment des problèmes, mais de là à généraliser en disant que le woke est une idéologie, je ne suis pas d'accord. Voilà. Oui, donc voilà, on a terminé et voilà. Au revoir, vous étiez bienvenus.